On va enchaîner sur la prochaine table ronde sur l'eau et le pastoralisme. Merci d'avoir tenu. On a une demi-heure de retard. On ne les rattrapera pas. Ça, c'est sûr qu'on va les garder. Mais on essaie, Philippe, tu essaies de les tenir. On va les tenir. Normalement, il y a une petite pause syndicale à cette heure-là. Ouais. Mais voilà, on va changer après, un tout si petit vous peu. voulez faire une pause et bouger, il y a effectivement il y a de quoi boire, etc. Il y a des toilettes. Il faut le faire quand même. Mais si on dit on fait une pause, mais vous revenez comme ça. On ne fait pas une pause sur les débats. Voilà, on va changer de registre. On a eu les choses passionnantes jusqu'à maintenant du niveau général. Là, on a la chance d'avoir à mes côtés monsieur le maire de Combloux, que vous connaissez, Claude Chambel, agriculteur, on va le préciser, les Belles des Champs, le GAEC Les Belles des Champs. Et puis à ses côtés, Antoine Armand, député de la seconde circonscription de Haute-Savoie, porte-parole de Renaissance à l'Assemblée nationale, c'est de la politique. Et puis c'est l'arrière-petit-fils de Louis Armand, celui qui a créé la SNCF, résistant, etc., etc. Voilà, on va faire très court. Le thème est simple, eau et pastoralisme, deux éléments indissociables. Deux éléments indissociables. Le pastoralisme, on va rappeler ce que c'est, hein, c'est pâturage, élevage, et puis chez nous, c'est les alpages, évidemment. On a cette chance-là. Alors je vais commencer par Claude Chambel. D'abord dire une première chose. D'abord, une vache consomme par jour environ 50 à 100 litres d'eau par jour. Tu me diras le contraire si c'est faux, Claude. Quand il fait chaud l'été, même en alpage, 150 litres d'eau par jour. Et combien de vaches, Claude, chez toi, dans ta ferme? Nous, en alpage, on en a 70. Oui, ben faites le calcul. Et puis, on va rappeler une chose. Pour faire un reblochon, il faut 1800 litres d'eau. Ah, personne ne le savait, ça. 1800 litres d'eau pour faire... Tu le savais, Claude? Eh bien, maintenant, on le sait, 1800 litres d'eau. Voilà les premières choses qu'on peut poser. Alors, d'abord, première chose très concrète, Claude. Tes vaches, l'été en alpage. L'hiver, elles sont à l'intérieur pendant presque 6 mois ici. Comment elles boivent l'eau? Dans des sources, dans le torrent, dans des abreuvoirs? Comment elles font ça? Ben nous, en alpage, on est assez privilégiés parce qu'on n'a pas trop de problèmes d'eau. On a une source qui, justement, qui vient directement du glacier et qui ressort au milieu d'une partie rocheuse. Donc, je pense qu'il y a une veine, une faille qui s'infiltre. On ne sait pas combien de temps elle met pour venir des glaciers, mais elle arrive directement, elle sort là. Donc, on n'a pas trop, même en période de sécheresse, la source diminue pas. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Par contre, donc, on a des points d'eau à plusieurs endroits sur les alpages. Mais comme on a une surface de pâturage qui est quand même assez importante, il y a quelques années, pour amener l'eau dans les alpages, on utilisait les tracteurs avec des tonneaux à eau et on prenait l'eau justement à cette source-là. Depuis qu'on a réalisé la structure des réseaux pour les canons à neige l'hiver, on a fait un travail avec les SEA, Société d'économie alpestre de la Haute-Savoie, où dans le cadre de nos aménagements avec les réseaux des canons à neige, en parallèle de ça, on a mis un polyéthylène et tous les 300 mètres, on a créé des regards. Et aujourd'hui, on met des bassines de 1000 litres, 2000 litres qu'on branche au tuyau avec les regards. Donc ça veut dire que nos vaches ont moins besoin de se déplacer. Elles ont l'eau beaucoup plus près des pâturages. Et surtout, en termes écologie aussi, ça nous évite de se promener avec des tracteurs et des tonneaux à eau d'un point à l'autre. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Tu n'as pas constaté de diminution de la ressource en eau, finalement? Nous, dans notre secteur, on n'a pas de diminution. C'est peut-être une chance. Et c'est pour ça qu'on s'interroge aussi, parce que c'est peut-être parce qu'on a encore des glaciers en face qu'on a encore de l'eau. Oui. Le jour où on n'aura plus de glaciers, ça sera peut-être plus difficile. Ouais, et puis il faut rappeler que dans le Val d'Ost, à côté, on manque d'eau, on irrigue. Dans le Valais, on a les Bis. En Maurienne aussi, on a dû beaucoup irriguer. La chance qu'on a de ce côté-ci du Mont-Blanc, c'est qu'on a beaucoup d'eau, finalement. On s'aperçoit aussi, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a une consommation qui est beaucoup plus importante, du fait qu'aujourd'hui, il y a l'évaporation de l'eau, l'herbe est beaucoup plus sèche et les vaches boivent beaucoup plus. Absolument. Donc ça, c'est un premier point important. La qualité de l'eau, parce qu'il faut savoir que pour faire le bon fromage, il faut que de l'eau de qualité. Est-ce que tu as remarqué que la qualité avait changé ou pas? Est-ce que c'est la même qualité ou pas?
C'est à peu près la même qualité, mais aujourd'hui, comme on fait du fromage avec des appellations d'origine protégée, donc on a quand même des analyses de lait tous les jours. Et on s'aperçoit que finalement, les abreuvoirs, tout ça, les bassins, il faut les nettoyer régulièrement pour éviter d'avoir justement des bactéries dans l'eau. Et ça, c'est un réel enjeu. Et de plus en plus, je pense qu'on sera obligé dans les alpages d'avoir de l'eau de qualité. Donc, il faudra trouver des solutions. Donc plutôt, Claude Chambel, plutôt un agriculteur et confiant sur ce qui s'est passé, pas trop de modifications encore aujourd'hui. L'avenir, comment tu le vois, Claude? Chez nous, il n'y a pas trop de modifications, mais bon, en règle générale, il y a quand même certes beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, on a, sur le département de la Haute-Savoie, je crois qu'on a à peu près 90 000 animaux qui sont recensés entre les ovins, les bovins, et on a sur 65 000 hectares. Aujourd'hui, la consommation sur la saison d'été, elle est à peu près autour entre 200 000 300 000 mètres cubes d'eau, plus 100 000 pour les différentes salles de traite qu'on a sur le territoire. Donc ça veut dire que sur 120 jours, ça correspond à la consommation d'une ville de 12 000 habitants aujourd'hui. Donc dans les secteurs où on n'a pas d'eau, je pense que ça sera un problème. Et il y a plein de choses aujourd'hui qui sont mises en place. Antoine Armand, député justement, alors eau et pastoralisme, deux éléments indissociables. Alors, quel est le regard du législateur là-dessus? Est-ce qu'il y a eu des remontées par rapport à ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce qu'il y a des menaces? Et puis, est-ce qu'il y aura des solutions, Antoine Armand? Merci pour l'invitation et comme disent les Anglais, disclaimer, je suis à la fois très, très heureux et très gêné d'être ici. C'est-à-dire que je suis à la fois ni un praticien du pastoralisme, ni un scientifique comme on a eu la chance d'en entendre des excellents et parmi les meilleurs au monde. Mais je suis heureux qu'on puisse dialoguer avec toutes ces parties prenantes et je crois qu'on parlait de gouvernance tout à l'heure. Il faut que ces instances, pour le moment informelles, se multiplient, se développent et se structurent aussi parce que c'est à peu près la seule chance de combiner la science, l'activité pratique sur le terrain et puis le cadre normatif national, local bien sûr, et puis international. Moi, je suis président du groupe d'études pastoralisme à l'Assemblée et donc forcément, mon travail, au-delà bien sûr du travail d'élu de Haute-Savoie, c'est de mettre un S à pastoralisme. Parce qu'entre l'élevage laitier bovin dans les Alpes du Nord, qui se fait dans un cadre où il y a par ailleurs du tourisme l'été, du tourisme l'hiver, c'est pas le même que l'élevage ovin ou caprin dans les Alpes du Sud, que les brebis des Pyrénées ou que les brebis du Massif central. Et là, je ne parle que de la France. Je ne vous parle pas du pastoralisme en Mongolie, du pastoralisme en Afrique subsaharienne ou du pastoralisme en Amérique du Sud. Mais de fait, et là je réutilise le terme qui a été utilisé tout à l'heure, je crois, par M. Bosson en le détournant parce que je ne prétends pas lui attribuer une vertu scientifique, mais il se trouve que, y compris en matière d'eau, le pastoralisme ressemble à ce qu'il a appelé tout à l'heure un écosystème clé de voûte. C'est-à-dire que du point de vue environnemental, il rend un service immense. En termes de biodiversité, les scientifiques l'ont bien documenté. En termes de protection incendie, pour ne citer que ça. Du point de vue alimentaire, ce qu'on cherche dans à peu près tous les pays du monde qui veulent une transition agroécologique, c'est de la production locale, en circuit court, raisonnée, la plus économe possible de ressources. Et puis bien sûr, en termes socioculturels, l'UNESCO vient de reconnaître la transhumance et le pastoralisme comme patrimoine commun immatériel, et 2026 sera l'année mondiale du pastoralisme. Et donc, face à ces différences-là, un bovin, c'est entre 50 et 100 litres d'eau par jour, un ovin, c'est 10 fois moins. Et donc, face à cette diversité, il y a une diversité d'enjeux. Et ce qu'on observe, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'énergie par ailleurs, c'est que notre travail, à nous, je mets à coup de pas, moi au premier chef, d'y arriver mieux, c'est de montrer qu'il n'y a pas une solution plutôt qu'une autre ou une solution qui résoudrait tout. Et qu'il faut la combinaison, en gros, de ce qui existe dans tous les domaines d'économie de la ressource ou d'économie politique, c'est-à-dire une combinaison de la sobriété, moins tout court, une combinaison avec l'efficacité, faire mieux. Il y a un alpage de la Clusaz ou du Bouchet-Montcharvin qui installe une toiture qui permet de récupérer l'eau. Et puis une combinaison dernièrement, évidemment, de moyens. Alors en l'occurrence, quand on parle d'énergie, c'est plutôt de production, mais ici de stockage avec toute la pluralité des stockages, leur combinaison et leur compatibilité avec l'environnement. Et donc c'est un peu moi cette diversité que je mets en question plutôt que d'y apporter une réponse. Et je rebondis enfin sur ce qui était dit tout à l'heure sur la dimension locale. C'est pas à cette salle que je vais enseigner ou apprendre la défiance qui existe, très légitimement par ailleurs, vis-à-vis de la politique ou du politique. Et donc, plutôt que de vouloir, en la matière, et vu la diversité des sujets, imposer
une norme nationale. Je ne sais pas, il faudrait parler de consommation d'eau pour les activités pastorales. En tant que tel, ça n'a pas de science scientifique. Je ne pense pas que ça en ait beaucoup politiquement. Il faut qu'on arrive à faire émerger dans des niveaux de bassins de vie ou départementaux des propositions de chartes, des règles qui sont soft, comme on dit dans le milieu du droit international, et qui progressivement, par leur pertinence, peuvent s'imposer à d'autres échelles. Alors justement, le local, Claude Chambel, qu'est-ce qu'on pourrait demander justement aux législateurs? Est-ce qu'il faudrait apporter quelque chose par rapport aux menaces potentielles qui vont arriver? Ben, oui, je pense qu'il y a des choses, je pense, au niveau déjà peut-être des autorisations peut-être de prélèvement à certains endroits. Il y a des tas de choses qui sont mises en place. Par exemple, je vois sur le secteur de Flaine, ils ont enterré des membranes souples pour pouvoir récupérer l'eau de fonte d'un évier. Donc tout ça, il faut pouvoir l'autoriser. Et je pense que c'est tout, comme on vient de le dire, toutes ces multitudes d'actions qui feront qui vont rendre service au pastoralisme ici. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir une charte, il pourrait y avoir quelque chose qui définisse un peu tous ces modes d'utilisation des différentes ressources. On peut l'imaginer, Antoine Armand, ça, plus de souplesse, parce qu'on parle souvent des contraintes administratives, et le monde agricole en souffre beaucoup aussi. C'est possible d'envisager ça pour l'avenir? Ce que je constate, en tout cas, là je fais l'expérience du praticien de la norme, s'il faut définir le terme comme ça, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui de faire passer l'idée qu'une norme est une protection. C'est un fait. Aujourd'hui, une norme apparaît comme une contrainte, de fait, et dans un monde qui est déjà assez normé. Et donc, faire ce travail-là, être capable de dire qu'une norme est une protection, c'est trouver des objets sociopolitiques qui ont une capacité à toucher notre imaginaire et puis notre affectif. Tout à l'heure, on parlait des glaciers. C'est évidemment l'exemple numéro 1. Je pense que dans nos régions, mais au-delà de nos régions, la capacité à préserver le pastoralisme et à derrière tous les produits alimentaires et la qualité et l'imaginaire qui sont associés, ça peut être une excellente manière de motiver et de faire changer des comportements sociaux, culturels qui sont évidemment ancrés parce qu'on a notre histoire, nos traditions. Écoutez, on a bien avancé. Merci pour ces informations. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être? Parce que tout à l'heure, on a un petit peu de temps libre. C'est ça, Fabrice? On a encore quelques minutes, sinon? Pas de questions dans la salle, voilà, sur le pastoralisme. Est-ce qu'il y a des questions en bas? Alors, je crois qu'il y a quelque chose pour remonter les questions. Voilà, alors, je n'ai pas d'oreillette, mais il n'y a pas de questions dans la salle. Voilà. On m'entend? On a évoqué... Oui, madame? Une question, Une question dans la salle du bas. Allez-y. Oui, il y a une salle. Vous êtes retransmis. Bonjour, la salle du bas. Bonjour, merci. Oh, ça fait un écho terrible. Bon, je vais essayer de faire abstraction de ma propre voix. Nora Berriou, guide du patrimoine à Samoin et militante Extinction Rébellion Mont-Blanc. Et ma question est en rebondissant sur la nécessité de nettoyer les bassins, parce qu'avec le réchauffement climatique, l'eau, du coup, le développement de batteries s'intensifie et n'est donc plus propre à la consommation des vaches, entre autres. Que pensez-vous de l'augmentation des volumes de retenue collinaire pour l'industrie du ski? Et si vous pouviez nous toucher un mot de la retenue collinaire de Pertuis sur votre commune, qui vise 100 000 m3 et qui a entraîné un glissement de terrain, 4 hectares de déboisement et 7,2 millions d'euros d'argent public. Merci. Claude Chambel, la réponse, merci. C'est simple. Aujourd'hui, quand on voit le début de saison qu'on a eu chez nous, on s'aperçoit que... Et puis toute la quantité d'eau qu'on a eue au mois de novembre, on s'aperçoit que finalement, un stockage de l'eau dans ces périodes-là, et ben finalement, est-ce qu'elle a vraiment une incidence par rapport au débit des ruisseaux? Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, je pense que cette retenue aujourd'hui, elle est indispensable par rapport à notre activité économique. Hein. C'est sûr qu'on est conscient du réchauffement aujourd'hui. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on a une activité économique qui existe. Elle doit quand même perdurer, même s'il faut réfléchir à de la diversification. Il ne faut
peut-être faire du tout ski aujourd'hui. Il faut réfléchir à la diversification. On en est bien conscient. Mais aujourd'hui, dans nos régions, avoir encore cette activité pour permettre surtout à nos enfants de pouvoir apprendre à faire du ski, à découvrir la montagne, je pense que c'est intéressant. Et ce type d'investissement, je pense qu'aujourd'hui, il est nécessaire. Il faut les faire comme il faut. Il faut les intégrer dans le paysage. Et déjà, quand on fait des retenues collinaires comme ça, au départ, il y a quand même énormément d'études. Il y a des compensations qu'on a faites au niveau de la forêt, des arbres qu'on a coupés. On a reclassé des zones ailleurs. Les zones humides, on a compensé même 2 fois plus qu'on en avait. Donc, on fait pas des retenues comme ça, mais on les étudie. Et au niveau de l'environnement, on respecte. On a des enquêtes publiques aussi. On a des avis favorables qui sont donnés. Et on respecte tout ce qui est fait dans le dossier pour avoir beaucoup de compensation par rapport à ces retenues. Antoine Armand, un complément à apporter sur ce conflit d'usage potentiel de l'eau dans le pastoralisme? Je ne sais pas si c'est un conflit d'usage, en l'occurrence, parce qu'il y a une partie qui sert plutôt l'été et une partie qui sert plutôt l'hiver. Je ne connais pas assez bien le sujet pour répondre sur ce conflit d'usage-là. Ce que je peux vous dire, parce que c'est mon travail d'élu local, d'élu d'une circonscription, d'écouter ce qu'on me dit, c'est qu'on me parle plutôt d'une complémentarité entre le pastoralisme et les sports d'hiver. Nonobstant la nécessité d'évolution des sports d'hiver, voire d'arrêt de certains sports d'hiver dans certaines zones, qui n'est un scoop pour personne, et de transformation. Mais je vous relais ce qu'on me dit de ce qui est des agriculteurs, des professionnels du sport d'hiver, des scientifiques que j'ai eu l'occasion de côtoyer. En la matière, je ne parle pas du sujet des retenues collinaires, je parle du lien et du conflit d'usage entre les deux. On me parle plutôt de complémentarité. Voilà, donc l'eau et le pastoralisme sont 2 éléments tout à fait indissociables. On a compris que vous étiez plutôt rassurant sur ce domaine. Est-ce qu'il y a des questions encore dans la salle? Fabrice, maître du temps, est-ce qu'on a encore 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? C'est une question, sinon on termine, on conclut. Une autre question en bas. Une question en bas, écoutez, on a des questions en bas, l'étage du dessous, on écoute, on vous écoute. Oui, bonjour, c'est Bonjour. José Serracé-Crempe, donc je suis Bonjour élue José. municipale à Salanches et communautaire à la CCPMB. Je salue le fait que Combloux ait organisé ces week-ends de conférences avec des interventions très intéressantes qui ont eu lieu avant, qui ont été très percutantes. Et je me dis que peut-être c'est bien aussi que certains se rappellent ce qui a été dit. Et je voudrais quand même qu'on prenne en compte ce qui a été dit avant. Et je regrette que, par exemple, là, sur la réflexion sur le pastoralisme, il y ait personne qui représente le monde scientifique ou la question du milieu naturel. Parce que les questions qui sont posées sur qu'est-ce qu'il faut faire, c'est important de savoir quel est le regard de ces scientifiques sur nos solutions locales ou sur ce qui est fait localement. Et quand j'entends, à la fois je salue ce qui est fait ce week-end au niveau des conférences, mais en même temps, on peut que être interpellé sur le fait de, effectivement, la construction de cette retenue collinaire qui a été faite, je ne sais pas, il y a 1 an et demi, qui est toujours en stand-by. Il est toujours temps de se dire que c'est peut-être pas la bonne solution. On a entendu parler des actifs échoués. Voilà, je pense que ça fait partie des actifs échoués. Et c'est sans parler de d'autres projets du département, comme celui du Vélodrome. Je veux dire, on est dans un... Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans le terme d'urgence? Est-ce que dans 30 ans, ou même actuellement, alors que le monde s'effondre, la priorité, ça va être d'avoir une salle dans laquelle des pisteurs vont pouvoir faire du vélo. José, Voilà. on est Je hors vous du remercie. sujet. Merci José, merci beaucoup pour ton intervention. Les scientifiques sont dans la salle, s'ils veulent prendre la parole, ils peuvent le faire. Hein. Une remarque, Claude Chambel, par rapport à ce qui est dit? Non, je pense qu'on a apporté les réponses qu'il fallait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je pense que même l'histoire du Vélodrome, c'est un sujet par rapport à aujourd'hui. Antoine Armand. Je rebondis juste parce que je pense que la question que pose Madame, j'imagine, elle se la pose aussi à elle-même, parce que toute personne de bonne volonté se la pose. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas collectivement dans le mot urgence? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tous, à peu près tous, on n'est pas capable de mettre en adéquation ce qu'il faudrait absolument faire avec la réalité de ce qu'on vit? Beaucoup de choses.
l'économie, la société, nos imaginaires socioculturels, énormément de choses. Et il se trouve qu'on vit, je crois, en France dans une société démocratique. Et que donc celui qui a raison et qui peut avoir tort très souvent, c'est le peuple. Il peut même ne pas se déplacer, décider que c'est absolument insupportable les choix qu'on lui propose. Mais de fait, la dernière personne qui aura raison, c'est cette personne qui n'existe pas, qui est le peuple. Et donc, qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans cette notion d'urgence? Sûrement que celles et ceux qui trouvent qu'on n'est pas assez actifs n'arrivent pas à faire entendre cette voix. Et donc, faisons-le. Je pense que ce colloque est extraordinairement réussi. Moi, j'ai eu l'occasion, la chance d'assister à quelques minutes. Je pense que ça va continuer comme ça. C'est ce genre d'instance qu'il faut multiplier. Mais la conscience de l'urgence, ça ne se décrète pas, ça se travaille. Et je crois que chacun dans cette salle, avec ses convictions, avec le dosage de ses convictions, y participe. Merci beaucoup, Antoine Armand. Claude Chambel, un mot? Non, c'est terminé. On a rattrapé un petit peu de temps. On va remercier aussi les gens qui ont posé les questions. C'est très, très sympa. Il y en a d'autres tout à l'heure aussi qui pourront en poser aussi. N'hésitez pas. Antoine Armand, Claude Chambel, le mot de la fin? Tout est dit. Très heureux d'avoir participé à ce débat. Et puis, en tant que maire de Combloux, je vois que ça se passe réellement bien. Donc, il y a des échanges et tous. Donc, merci à tous. Et merci beaucoup. Merci d'être présents. Merci à tous les deux. Merci Antoine. Merci Claude. Allez, on va passer à la table ronde suivante. Pas de pause syndicale. On laisse 5 minutes ou pas? On a rattrapé du temps, hein? Non? On laisse passer.